Bonjour messieurs, nous voici devant le Parlement de Bretagne en ce 10 septembre 2019 où vient de se dérouler donc une audience en appel de Madame Plestan pour diffamation. Est-ce que vous pouvez nous donner votre compte-rendu de l'audience, s'il vous plaît? Je veux juste préciser que c'était en fait la demande qui avait été faite au premier président de la Cour d'appel pour que soit enlevé ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Parce que la dernière fois, je rendais hommage à Madame Plestan d'avoir eu systématiquement pour habitude de faire des appels. Donc, il avait fait l'appel du jugement, normalement jugement, et puis l'ordonnance qui a fait que maintenant Madame Plestan ne peut même plus savoir où sont ses enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est plus que le blocos, hein. C'est vraiment on enferme, on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et le bunker, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'absolu quelque chose de très grave. Donc, elle avait fait appel, mais comme je crois que beaucoup de familles vont remarquer, souvent il ne faut pas attention à une phrase que l'exécution provisoire est ordonnée. Ça signifie que quand on ordonne l'exécution provisoire, tu peux faire tous les appels que tu veux, mais tes enfants ne sortent pas. Et donc, il faut combattre après l'exécution provisoire. Il faut savoir que dans notre métier d'avocat, c'est ce qui est le plus difficile à combattre. Et même, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir. Mais je pense que les arguments que nous avons développés doivent nous permettre de pouvoir faire que l'exécution provisoire soit anéantie. La conséquence, c'est que si l'exécution provisoire est anéantie, eh bien, peut-être le bannissement, puisque je parlais du bannissement de la maman, le bannissement des enfants plaidant va s'arrêter. C'est-à-dire qu'au moins la petite Margot reviendra chez elle, mais également Julie, sa maman pourra la visiter et pourra également l'accueillir, l'héberger à la maison. Et nous avons demandé au niveau d'appel qu'il y ait ce qu'on appelle une reconsidération de la décision, cette deuxième décision, pour que désormais on puisse décider également la levée du placement de Julie. Et donc, par là, gloire soit rendue à Dieu, nous aurions réussi trois choses. La première, c'est de faire que Madame Plestan qui naviguait partout, qui errait partout, maintenant a retrouvé ses repères, a retrouvé sa région, a retrouvé ses entreprises, a retrouvé sa maison. Mais maintenant, c'est aussi réussir que les enfants reviennent chez eux. Et la troisième chose, c'est qu'il restera à régler le problème de la diffamation. En fait, cette diffamation, il n'y en a pas, puisque nous nous sommes rendus compte d'une chose qui est très importante. Je pense que les journalistes seront intéressés par ça, c'est que le président du conseil départemental avait écrit un courrier au procureur qui n'a jamais été présenté à Madame Plestan, et ce courrier précédait le jugement de remplacement des enfants. Et donc le courrier au procureur, il y avait vraiment des éléments à charge, beaucoup d'éléments. Que Mme Plestan fait ceci, Mme Plestan fait cela, sans que ce soit démontré, et également il n'y a pas eu de contradiction. Nous venons aussi de constater, et cela dans la production des pièces de l'avocat de la partie adverse, qu'il y a eu violation du secret de l'instruction. Et c'est quand même grave, trop grave. C'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que la plainte qui a été faite par Mme Thérèse Plestan, qui est la maman de Nadine Plestan, cette plainte qui normalement est dans le dossier de l'instruction est actuellement produite, cette plainte elle est produite par le conseil départemental. Ça signifie quoi? C'est que non seulement il y a une collusion dangereuse qui n'a rien de judiciaire, mais également quelque chose de grave, c'est que cette violation elle est réelle. Alors qui en est l'auteur? Est-ce que c'est le procureur? Parce que c'est quand même lui, même si c'est l'officier de police judiciaire qui pouvait donner l'élément, ce n'est pas une copie, c'est vraiment le document lui-même. Et
le procureur, est-ce que c'est lui qui l'a transmis pour que le président du conseil départemental puisse l'utiliser? Est-ce le juge d'instruction lui-même qui l'a transmis? Alors, vous voyez, donc on est non seulement dans le cadre de la violation du secret de l'instruction, qui est quand même quelque chose de très très grave, de trop grave même, mais également de la production des pièces, parce que c'est pas seulement violer, on peut parler, on peut violer, mais on produit en plus ces pièces, c'est-à-dire que le courrier du président du département et aussi cette plainte, on les produit dans une procédure pour empêcher que Madame Pleston puisse rentrer dans cette voie, pour empêcher que les enfants ne retrouvent leur vie normale. Et vous voyez que c'est une affaire qui est en train de devenir pratiquement une affaire grave. Et c'est pour cela que dès le début j'avais dit qu'il fallait qu'elle soit symbolique. Le dernier élément, toujours dans ce troisième point, c'est le fait que Madame Pleston a porté plainte pour violation du secret de l'instruction. Et Madame Pleston a demandé à la chambre de l'instruction que la procédure soit annulée. C'est-à-dire que carrément le dossier de l'instruction pour laquelle elle avait été mise en garde à vue, en fait, que ce dossier s'arrête là. Il est annulation pour deux raisons. C'est que, l'histoire de la plainte, c'est quand même celle-là qui a déclenché, c'est la pièce, l'élément moteur en fait. Et si la plainte est divulguée partout, il n'y a plus d'affaire, puisqu'il était question que le juge d'instruction puisse instruire le dossier, puisse poser des questions. Mais comment est-ce qu'il va continuer à poser des questions s'il diffuse la fameuse plainte à tout le monde? La plainte n'est plus en garde à vue, on ne peut plus voir où elle est. Elle est entre les mains de tout le monde. Et du coup, nous avons là un problème de droit et peut-être de pratique à la fois du droit en tant que tel, mais aussi de cette sorte de connivence avec les pouvoirs politiques. Et du coup, l'affaire de Mme Pleston gagne une ampleur étonnante. Comment se fait-il que le président du Conseil ait pu écrire un courrier personnel signé par lui-même au procureur pour dénoncer des faits qui ne sont pas réels, et qui sont soumis au secret justement de l'instruction? Comment se fait-il que le président du conseil départemental puisse avoir entre ses mains une plainte qui normalement ne devait être que entre le procureur, plutôt le gendarme ou le policier, l'officier de police judiciaire, et le procureur et le juge d'instruction? Donc nous avons là un problème grave qui touche, je dirais, la sécurité juridique, qui touche l'indépendance des tribunaux, qui touche également la loyauté. C'est quand même là on est en termes de loyauté. Cette dame qu'on a fait tourner partout dans le département, avec son conjoint, M. Éric Gamier, dont on a voulu détruire la vie. Mais au fond, ce n'était pas du droit. Même les enfants qui ont été pris, on n'est pas sur le terrain du droit ou des infractions, puisqu'il n'y a eu jamais de maltraitance. Mais nous sommes sur le terrain politique. Alors la question quid, pourquoi est-ce que c'est Madame Pleston qui a été choisie? Qu'est-ce qu'on voulait? Pourquoi on voulait la détruire, vous voyez? Et je crois que plus ça va aller, plus il y aura la manifestation de la vérité. Voilà. Merci beaucoup, maître. Maître Philippe Fortabalabattu, c'est vous qui aviez plaidé. Votre avis, s'il vous plaît? J'avais donné l'autre volet, le volet pénal. Et j'avoue que dans cette histoire sur laquelle je suis sur les traces d'habitude de mon père, je vais de découverte en découverte, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas qu'on aille sur la découverte. Il y a quand même des choses qui m'inquiètent beaucoup. C'est que au XXIe siècle, on a cette maman qui a ses enfants qui sont placés et du jour au lendemain, on lui empêche de voir ses enfants dans la mesure où au XXIe siècle, on n'est pas au lettres de cachet, on n'est pas dans la bouquet, on est en France du XXIe siècle et on lui empêche de voir ses enfants, on empêche de savoir où est-ce qu'ils sont. Ils sont au secret. C'est un petit côté Bastille, n'est-ce pas? Si c'est motivé, d'accord, on va mettre au secret. Mais en plus, cette brave maman,
en plus, on lui a dit qu'il fallait qu'elle sorte de sa maison. Donc elle a quitté sa maison, elle a quitté son village, plus de travail, plus des affaires, du jour au lendemain. Comment voulez-vous vous occuper d'une enfant comme ça? Ensuite, autre chose qui m'inquiète, c'est que elle dit que son enfant a été victime de choses graves, et elle voit sur le corps de sa petite fille des choses qui sont frappantes. Et puis, elle fait venir un huissier, donc c'est la maman, Madame Plestin, elle n'a pas peur contre les histoires, puisqu'elle fait venir un huissier pour constater. Mais on l'empêche de venir à l'huissier de justice, qui est un auxiliaire de justice, qui travaille sous contrôle du procureur de la République, on l'empêche de venir voir l'enfant. Donc il se pose beaucoup de questions, mais les questions s'aggravent parce qu'il y a deux arrêts de la Cour d'appel qui ont donné raison à Mme Plestin, un qui fait la main levée du placement, un autre qui donne raison pour l'enfant, pour les droits de visite et d'hébergement, et un autre qui lui donne raison en disant « Ah non, elle peut revenir dans son département ». C'est d'ailleurs à la suite de l'analyse par le docteur Pinkou de cela que cette victoire a été obtenue. Et ça veut dire que la Cour d'appel n'est pas du tout. Alors moi j'ai invoqué tout à l'heure le fait qu'il y a le deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire il y a un tribunal, il y a une Cour d'appel. On ne peut pas dire tous pourris, il ne faut pas, parce qu'il y a des juges honnêtes, donc il faut compter sur eux, alors il faut leur donner aussi les arguments, toutes les preuves, il faut pas s'exciter, il faut trouver le mot qu'il faut. Je me permets de le dire à tous les gens, toutes les personnes qui sont victimes de choses. Vous savez, si vous prenez un jet d'eau et qu'il n'y a pas de pistolet au bout, pistolet à eau, c'est pas agressif, l'eau ça part pas loin, quoi, hein. Tout part, mais ça part pas loin. Si vous mettez une petite pression avec les doigts, ça part pas autant, mais ça part très très loin et beaucoup plus longtemps. Là c'est pareil, il faut faire très attention, il ne faut pas mettre de mots différemment, moi je dis toujours pas d'adjectif qualificatif et pas d'adverbe. Il a volé une pomme, j'ai même pas besoin de dire un seul mot, il a volé une pomme, c'est une infraction. Bon voilà, donc Mme Plestin fait très attention grâce à l'aide de pouvoir exposer les faits sans ces inconvénients. Moyennant quoi, les juges honnêtes, ils n'entendent pas des noms d'oiseaux, etc. Au lieu d'avoir entendre ils ont fait ça, on leur dit pièce numéro 4, voilà la preuve, et on dit aux tribunaux, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits prouvés, avec un rapport d'expertise, deux rapports d'expertise qui disent que Mme Plestin est totalement saine d'esprit. C'est pas marrant quand on est sain d'esprit d'aller voir un psychiatre, dit comment tout c'est pas fou. Il faut beaucoup d'humilité et d'intelligence. Mais quand on a ça, on est quand même plus fort. Même si, et donc, avec tous ces éléments, on a beaucoup confiance. Et à mon avis, la justice qui rend la justice, elle rend service à la justice, pardon de l'expression. Enfin, après, le citoyen, il a confiance. Je sais qu'au ministère de Mme Bégoubet, moi j'ai été reçu par un conseiller, moi je ne dis pas le nom, et eh bien, il y a des gens qui aspirent vraiment à ce que la justice soit rendue. Donc ça c'est encourageant pour monter les dossiers. Mais là donc très concrètement, il y a 3 décisions de la Cour d'appel qui ont donné raison à Mme Plestin pour ses 2 enfants contre le tribunal. Malgré ça, il y a de la résistance. Et aujourd'hui, c'est encore une fois que nous venons contre une décision du tribunal. Je ne voudrais pas être trop technique, mais on a fait appel, mais il le disait très bien. Je vais vous citer un exemple. Vous vous faites prendre par les douanes. Bon, vous savez que je suis un ancien des forces de police des frontières, des douanes. Vous prenez un ordinateur à quelqu'un, parce qu'il ne peut pas prouver l'origine. On vous le saisit. Vous allez au tribunal. L'administration des douanes fait appel, machin, etc. Vous gagnez 6 ans après. On vous rend votre ordinateur. Donc, je veux dire, dans ce que j'ai invoqué tout à l'heure, il y a la notion de recours effectif. Le recours effectif, c'est-à-dire, oui, on peut aller à la cour, mais si ça tombe, si ça donne à rien, ça va pas. Or là, la décision, et comme je disais l'autre jour, bon, vous allez dire, je parle de Champagne, c'est une belle région, et que c'est le summum de la victoire, je dirais. Bon. Mais moi, j'offre une caisse de champagne, de une cordon rouge, à celui qui me démontrera que le jugement qu'on attaque aujourd'hui est motivé. C'est un simulacre de motivation. Je pèse mes mots en le disant. Donc, puisque ce jugement est un simulacre de motivation, il n'est pas motivé. Bon, il y a une obligation de motivation. C'est, après l'excellente analyse du dossier faite par Dominique Congrou, ce qui a été découvert. Donc, on ne peut pas dire, moi je prends souvent l'exemple, attendez, Socrate a 2 yeux, un chien a 2 yeux, donc Socrate est un chien. Non. Je répète encore, excusez-moi, mais ce que disait Gandhi, l'erreur
ne devient pas une vérité parce qu'elle se propage, se multiplie. Donc là, on a tout un ensemble de choses qui sont des opinions. Ne trahit pas le secret puisque c'est en audience publique. On a vu l'avocat adverse invoquer tout un ensemble de choses. Il a dit tout plein de choses, il a écrit tout plein de choses en disant qu'il y avait ceci. Mais ce ne sont que des opinions. Et même le juge n'émet que des opinions, c'est pas des faits. Comment peut-on faire? Donc, on fait recours. Eh bien, nous sommes très heureux à cette belle cour d'appel de Rennes, avec le soleil qui sort après la nuit, après l'ombre et la lumière, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Le soleil arrive, je pense que c'est peut-être symbolique, mon cher Dominique, pour voir que peut-être aujourd'hui, c'est encore un pas de plus vers la victoire judiciaire. Alors, on se dit, c'est comme un Verdun, c'est très dur. L'important c'est de gagner. Nous gagnons et merci à tous ceux qui participent, y compris à vous la presse, y compris à tous ceux qui viennent aux audiences, parce que c'est un soutien d'abord pour les personnes qui se sentent moins seulement isolées, et aussi pour les avocats. Et juste une dernière phrase, n'hésitez pas à soutenir ces pauvres personnes qui ont besoin d'aller aux tribunaux, parce que ou elles y vont toutes seules, et évidemment elles ne connaissent pas les arcanes du droit, ou elles y vont avec des avocats. Les avocats, il faut les payer. Alors c'est toujours trop cher pour les clients, c'est jamais assez pour les avocats. C'est un élément qu'il faut vraiment tenir en compte pour aider ces personnes qui ont des problèmes. Je ne sais pas comment, mais je crois qu'il y a les cassettes, les cagnots, les chili, etc. Pour aider, parce que ceux qui peuvent, ils peuvent, mais ceux qui ne peuvent pas, les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, message d'espoir quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Impeccable. Comme vous voulez. Ouf. Je voulais simplement attirer l'attention des personnes qui ont des difficultés, ce type de difficultés comme la question, sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est des nuits et des nuits, le temps, c'est des documents, ils donnent des documents à consulter, et c'est du travail. Je voudrais que, comme on dit dans mon pays, quand tu pries, travaille. Donc, c'est pour dire que les pleurs, qui sont les pleurs véritables des parents, sont justes. Mais il faut également qu'ils puissent y mettre du travail, qu'ils puissent y mettre de la conviction, mais qu'ils aient aussi beaucoup de travail de manière à ce que les choses soient faites vite. C'est-à-dire qu'aller placer les documents, aller placer un jugement, aller placer, demander à l'huissier, j'avais dit la dernière fois que les huissiers doivent être pris en considération dans ce type de procédure. Et il faut vraiment également qu'on ait cette habitude de pouvoir signifier, j'insiste beaucoup sur cela, de pouvoir signifier les jugements et les arrêts qui sont rendus. C'est les magistrats qui travaillent sur le cours d'appel, qui travaillent beaucoup ces lieux. Ne laissez pas périr votre droit. Voilà, en tout cas, bon courage. Et Madame Plestan, plus cette affaire, nous la suivons, nous travaillons dessus, je suis persuadé que plus elle va devenir une affaire emblématique. Et il faut une affaire emblématique pour savoir que c'est possible. Sinon, on est dans une sorte de brouillard. On a le sentiment que rien n'est possible. C'est vraiment pas impossible. Il n'y a rien d'impossible si on s'organise, si votre mobilisation, que je salue beaucoup, est accompagnée par une expertise. Si les avocats aussi prennent le temps de se former, c'est un droit à part, c'est un droit particulier, qui est assez nonchalant mais qui tape fort. Comment faire? Je pense qu'il faudrait qu'on puisse créer des séminaires. Et moi, j'ai à l'esprit que l'on puisse, peut-être avant la fin du mois de septembre, organiser un séminaire où les avocats qui le veulent peuvent venir, mais également un séminaire pour les familles. De telle façon que, je dis toujours en partant de ce cas, pas du tout pour dire que les autres cas ne valent pas, mais autant résoudre un problème réel. Et je pense que l'association Tiers Notice, je crois, peut servir de cadre. S'il y a d'autres cadres aussi, il faudrait voir dans ce cas avec Madame Sylvie Moreau, voilà, pour organiser cela. Mais ça me paraît important. Ça me paraît important parce que c'est que d'ici la fin de ce mois, ce problème sera beaucoup élagué. Ce problème sera beaucoup éclairci et peut-être qu'il n'existera plus.
Non, c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut vraiment se former. On ne peut pas s'improviser. Non, moi j'avoue, je suis avocat et j'ai formé, mais avec des gens qui connaissent comme Dominique, comme d'autres personnes, parce que déjà dans le code, il y a des milliers d'articles, des jurisprudences et des jurisprudences qui évoluent. Voilà. Mais là, c'est un domaine très particulier, il faut tenir compte des usages. En plus, c'est pas facile. Si on avait le droit et un bon dossier et qu'on gagnait facilement, ça irait. Mais il y a beaucoup de choses, donc je pense que c'est vraiment... On est quel jour? Le 10 septembre. Le 10 septembre, oui. Je crois que le 10 septembre, il y a l'idée qui vient d'être lancée d'un séminaire de formation. Voilà. Et effectivement, pas que pour les avocats, aussi pour les familles. Je crois que et c'est aussi l'occasion peut-être de... je réfléchis aussi à ceci, que l'on puisse, parce que je me rappelle que je me suis battu ici, en France, sur le panneau des libertés religieuses, les témoignages, le fait d'écrire des livres, des conférences, etc., avaient beaucoup a permis de sensibiliser surtout les députés. Il y a bien des députés comme M. Lassalle qui viennent tous sensibiliser dans la salle, donc je salue, mais il y a aussi beaucoup d'autres qui ne savent pas. Parce que souvent dans la rue, quand on parle d'une situation, les gens disent oh, bon, si la police a pris les enfants, c'est qu'il y avait bien quelque chose. Donc du coup, il y a toute une sorte de procédure de culpabilisation des familles. Il faut arrêter cette culpabilisation. Et pour cela, il faut donner l'information. Il faut savoir accueillir cette information. Peut-être qu'on ait des témoignages qui peuvent être publiés sous forme de livres. Nous avons des éditions avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc ce n'est pas une action, après il faut chercher un éditeur. Il y a des éditeurs qui ont donné leur accord déjà. Donc ce serait bien, ce séminaire pourrait servir à poser un peu cela. À la fois les bases. Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu des signes qui arrivent? Comment réagir? C'est vrai, il faut pleurer. Mais comment réattaquer? Et on peut filmer, faire des vidéos, des CD qui sont diffusés. Voilà. J'en permets de dire que Dominique Nkunku est un grand écrivain. Il écrit dans les éditions L'Harmattan à Paris, qui sont quand même un des summums des éditions françaises. Et d'autre part, même si on ne trouve pas d'éditeur, on peut imprimer. On ne peut pas faire de publicité, on n'est pas à la télé, mais il y a les éditions Média, Bordeaux. Vous pouvez éditer à 10 exemplaires, 30 exemplaires, vous pouvez avoir des livres qui vous coûtent et c'est très beau. Hein. Et puis d'autre part, on est vraiment dans un monde où il se bat très bien. Donc cette idée-là de séminaire est extrêmement intéressante parce que si on se bat comme les Gaulois en se dévêtissant parce que pour montrer qu'on n'avait pas peur de la mort, les Gaulois face aux Romains qui les harnachaient, c'est courageux d'accord, mais comme ils s'épatonnent, des martyrs, j'en veux pas. Moi je vous fais mort, je suis pas du coup de faire ça. C'est pas que je veux la mort des autres, mais je veux dire par là, il faut être équipé. Ça c'est intellectuellement, Aimé Césaire parlait beaucoup des armes miraculeuses, et je crois que la formation dans ce domaine-là, c'est vraiment ça fait partie des armes miraculeuses. Je pense que ces deux dames, Madame Plestan et Madame Moreau, si elles sont d'accord bien entendu, peuvent s'organiser des demandes, des gens qui voudraient venir à ces séminaires. On prendra sur le fait toute une journée, ou un week-end, enfin c'est pas comment on organise cela, mais de telle façon que d'abord ça permet de on appelle ça, trouver les réponses. Ben voilà, faire l'état des faits, l'état des lieux. Et puis quand vous prenez vos enfants la nuit ou le jour, vous saurez comment réagir. Hier, il y a eu ma maman qui me téléphonait, qui disait absolument, demain je veux que vous veniez. Mais c'est pas ça un avocat. Un avocat, c'est un petit copain. Un avocat, ce n'est pas une assistance sociale. C'est pas que je ne méprise pas le métier d'assistance sociale, mais c'est les fonctions différentes. C'est un métier d'urgence. Voilà, chirurgien qui prend l'avocat, il faudrait qu'il prenne le temps d'étudier votre dossier. Et quand il va étudier le dossier, qu'il fasse une stratégie avec vous. Et si cette stratégie, vous y adhérez, il faut y rester. Et je crois que tout le travail qui a été fait avec Mme Plestan, que je vraiment le félicite, et M. Élie Gagné, son ami, et je crois que si ça s'est fait, il y a forcément une victoire. Mais pas du désordre, pas l'appeler le médecin, pardon, l'avocat, ou bien maman, demain on n'a plus mes enfants, mais je ne peux rien faire. Surtout qu'il a d'autres dossiers en cours, il se laisse tomber là pour... Non, question de formation, une sorte de guide après écrit peut être fait quand j'ai des synthétiques médias, les imprimeurs peuvent le faire. Effectivement, il y a beaucoup à faire. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire. Donc, on peut dire que le séminaire a commencé aujourd'hui le 10 septembre 2019 à la cour d'appel de là, c'est vrai. Tout à fait. Oui, par des conseils comme
faites en sorte que tous les arrêtés, les actes soient signifiés pour qu'ils deviennent exécutoires, que vous fassiez accompagner par des huissiers, que vous fassiez systématiquement appel des décisions qui vont contre votre sens. Ça fait partie des démarches que vous avez évoquées, maître. Tout à fait. Je crois que ça, c'est disons, c'est le B.A.B.A. Moi, j'étais étonné de voir qu'il y a des confrères avocats qui ont même téléphoné Madame Plesson en disant surtout, il ne faut pas faire appel. Surtout, il ne faut pas faire. Mais justement, ce qu'on vous interdisait, c'est justement ce qu'il fallait faire. Et c'est la seule manière de s'en sortir. Parce qu'en France, enfin, je pense qu'ailleurs, c'est la même chose, on ne peut pas faire exécuter un jugement qui n'a pas été signifié. Donc, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Mais il y a aussi peut-être l'analyse des situations. Voilà. C'est-à-dire que savoir... il y a une règle, il faut l'adapter parfois. Voilà, et je me rappelle, la première question que j'ai posée à Mme Plesson, c'était de lui dire, mais pourquoi on vous a repéré quand ça vaut la peine de savoir depuis quand ça a commencé cette histoire. Et à partir de là, on peut arriver j'ai envie de dire, à voir qui sont vos fossoyeurs, qui sont les gens les plus dangereux. Et à partir de là, maintenant, on peut trouver des mécanismes. Et aussi, casser la peur, ouvrir les oreilles, parce que quand même, MeToo, l'affaire Epstein, on pensait plus ou moins tous que bon, c'était du cycle, des choses comme ça. Maintenant, on a les yeux ouverts. On a quand même la Marlène Schiappa qui dit qu'il faudrait ouvrir une enquête. Donc, on s'est dit, c'est peut-être la peur, parce que malheureusement, les gens ont peur. Hein. Et la peur, il faut savoir que la peur, oui, c'est le paralyse, mais dans le cas d'espèce, c'est une mauvaise conseillère. Et même les personnes, quand les enfants sont libérés, doivent se dégager de la peur. C'est-à-dire que c'est tout aléatoire. Il n'y a pas d'aléa. On n'a plus ton enfant, on n'a plus tes enfants, ton enfant qui est malade. Il faut vérifier pas à pas, est-ce qu'ils ont eu raison de les prendre. Et donc il faut, s'il faut même, contredire les décisions. Il ne faut pas se mettre à genoux. Et j'ai beaucoup aimé ce que mon confrère a dit. Il ne faut pas également penser que tout est pourri. Non. Nous avons, moi je salue vraiment la Cour d'appel de Rennes. Les décisions depuis que j'ai créé ce dossier que nous avons pu obtenir, c'est des décisions courageuses, des décisions sensées. Et je crois que c'est une manière aussi de donner des leçons aux juges de première instance. On leur dire, écoutez, n'écoutez pas toujours les mauvais élèves, en l'occurrence vos chefs de région, vous êtes d'abord la justice, la France. Vous n'êtes pas la justice, vous n'êtes pas des fonctionnaires départementaux, vous êtes des fonctionnaires de l'État. Et nous attendons de vous beaucoup de dignité et d'indépendance. Et c'est cela qui fera que les citoyens vous respectent. Donc voilà, merci beaucoup. Donc que le combat soit gagné. Force et honneur. Merci beaucoup.